Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Tu as l'intention d'insérer cela à l'intérieur de moi? La gigantesque épouse par correspondance se figea instantanément, le sang se glaçant dans ses veines. Le cow-boy lui adressa un sourire avant de déclarer d'une voix assurée que c'était la chose la plus énorme qu'elle ne verrait jamais de toute sa vie. Les mains massives de Martha Cunningham tremblaient de manière incontrôlable alors qu'elle fixait la boîte en bois que son nouveau mari s'apprêtait à ouvrir pour leur nuit de noces. Du haut de ses 6 pieds et 2 pouces, elle s'était pétrifiée au moment précis où Jesse Hartford avait prononcé ces mots fatidiques affirmant qu'il avait besoin de mettre cela en elle. Cette fiancée géante était arrivée dans le Montana en s'attendant à trouver un simple vacher avec une modeste exploitation, mais lorsque Jesse sourit et souleva de cette boîte un objet si colossal qu'il lui arracha un halètement de stupeur, il murmura que c'était le plus grand qu'elle verrait jamais et que cela allait entrer en elle ce soir, qu'elle y soit préparée ou non. Qu'est-ce que Jesse Hartford comptait introduire dans sa gigantesque épouse pour qu'une femme qui n'avait jamais reculé devant rien se fige ainsi de terreur absolue? Et pourquoi ce cow-boy, qui lui arrivait à peine à l'épaule, souriait-il comme s'il venait de remporter le trophée le plus précieux du territoire du Montana? Ce que Martha ignorait encore, c'est que la chose que Jesse s'apprêtait à placer en elle n'était pas du tout ce qu'elle redoutait, mais quelque chose de bien plus vaste, de bien plus effrayant, et qui transformerait à jamais tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre existence. Qu'est-ce qui pouvait bien paralyser une femme d'une telle stature et que dissimulait ce cow-boy dans cette mystérieuse boîte? Et que voulait-il dire en affirmant que c'était le plus gros qu'elle n'ait jamais vu? Revenons 12 heures plus tôt, à l'instant précis où tout a basculé. Le quai de la gare de Sweetwater, dans le Montana, grouillait de marchands et d'éleveurs venus récupérer leurs approvisionnements, mais chaque personne présente cessa ses activités lorsque Martha descendit du train. Elle avait l'habitude des regards fixes, elle qui, depuis l'âge de 14 ans, dépassait comme une mauvaise herbe indésirable tous les garçons de Boston dont personne ne voulait dans son jardin. Ses 6 pieds et 2 pouces de muscles et de courbes faisaient chuchoter le mot contre nature aux dames de la haute société derrière leurs éventails délicats. Son père avait coutume de dire qu'elle était bâtie pour la survie et non pour les salons de réception, mais à sa mort, il ne lui laissa que des dettes et une belle-mère qui considérait Martha comme un meuble trop encombrant pour passer par l'embrasure de la porte. 3 mois plus tard, cette belle-mère vendit tout ce qu'il possédait, empocha l'argent et ordonna à Martha de trouver sa propre voie. Alors Martha fit ce que font les femmes désespérées, elle devint une épouse par correspondance pour un cow-boy du Montana qui écrivait dans ses lettres avoir besoin d'une femme de caractère et aux mains solides. Elle avait pleuré en lisant cette phrase, non pas parce qu'elle était romantique, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un décrivait sa force comme autre chose qu'une monstrueuse difformité. À présent, elle se tenait sur ce quai avec sa malle abîmée et sa robe élimée jusqu'à la corde, scrutant la foule à la recherche de Jesse Hartford, l'homme qui avait écrit 4 mois de lettres magnifiques sur les couchers de soleil du Montana, les convois de bétail et la construction d'une vie simple, l'homme qui n'avait jamais demandé une seule fois à quoi elle ressemblait physiquement. Puis elle l'aperçut enfin. Il était petit, mesurant peut-être 5 pieds les bons jours, le visage buriné marqué par le soleil et les mains calleuses serrant un chapeau avec une nervosité évidente. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'estomac de Martha se noua car elle vit la réalisation se produire en temps réel sur le visage de son futur mari, son épouse par correspondance était une géante. Elle se prépara mentalement au dégoût, à l'horreur à peine dissimulée et aux excuses balbutiées évoquant une terrible erreur, mais Jesse Hartford se contenta de sourire doucement et chaleureusement, comme du miel coulant d'une cuillère. Puis il s'avança vers elle et Martha remarqua alors quelque chose qui lui serra la gorge, il se fichait éperdument qu'elle le domine de toute sa hauteur et que tout le monde sur ce quai les dévisage. Il levait simplement les yeux vers elle comme si elle était exactement ce qu'il espérait depuis toujours. « Mademoiselle Cunningham, dit-il d'une voix grave et posée, vous êtes encore plus belle que je ne l'imaginais. » Martha eut le souffle coupé par ce mot, « belle ». Quand l'avait-on déjà qualifiée de belle? Elle baissa les yeux vers ce petit cow-boy au regard bienveillant, attendant la chute, la blague cruelle, les rires qui suivaient toujours, mais Jesse continuait de sourire. Il fit alors quelque chose qui brisa complètement ses défenses, il s'étira vers le haut pour lui prendre doucement la main et murmura bienvenue à la maison, Martha, et elle réalisa qu'il était sincère. Cet étranger qui lui arrivait à peine au menton venait de la trouver belle et de l'accueillir chez lui. Ne sachant si elle devait pleurer ou s'enfuir en courant, elle resta simplement là, figée, pendant que Jesse chargeait sa malle sur un chariot qui semblait bien trop coûteux pour un simple éleveur de bétail. Le trajet vers sa propriété aurait dû l'alerter, car ils passèrent devant des hectares et des hectares de pâturage, franchirent des portails marqués d'un H élaboré et croisèrent des ouvriers qui soulevaient leurs chapeaux et appelaient Jesse patron comme s'il possédait la moitié du territoire. Mais Martha,
qui avait grandi dans la pauvreté et passé les 3 dernières années à récurer les soldes d'une pension de Boston pour 75 cents par semaine, ne reconnut pas la richesse qui s'étalait devant elle à travers le paysage du Montana comme un royaume jusqu'à ce qu'ils franchissent la dernière colline. Et Martha vit la maison. Ce n'était pas une cabane, ni une modeste ferme, mais une demeure à 2 étages avec une véranda panoramique, des écuries qui semblaient plus grandes que tous les bâtiments où elle avait vécu et des fenêtres qui captaient le soleil couchant comme si elles étaient faites d'or pur. « C'est à vous ?» murmura-t-elle, et sa voix sembla toute petite pour la première fois de sa vie. Le sourire de Jessie vacilla juste une seconde, puis il la regarda avec une lueur féroce dans les yeux et corrigea doucement, « À nous. Depuis ce matin, c'est à nous, Martha. » C'est à ce moment-là qu'elle sut. Jesse Hartford n'était pas un simple cow-boy. Il était riche, puissant, important, et pour une raison qu'elle ne pouvait comprendre, il l'avait choisi, elle, une femme géante ne possédant rien d'autre qu'une malle cabossée et 4 mois de lettres écrites par un employé des chemins de fer car elle savait à peine lire. Les mains de Martha commencèrent à trembler, car elle avait appris il y a longtemps que lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Et les hommes comme Jesse Hartford n'épousent pas des femmes comme elle à moins de vouloir quelque chose. La question était, quoi? Le mariage se déroula si vite que Martha s'en souvenait à peine. Une minute, elle se tenait dans l'énorme salon de Jessie, essayant de ne rien toucher de précieux, et la suivante, elle était devant un pasteur, la main de Jessie enveloppant la sienne, ses doigts faisant à peine la moitié du tour de sa paume, promettant d'aimer et d'honorer jusqu'à la mort. Les seuls témoins étaient 2 ouvriers agricoles qui regardaient Martha comme une curiosité de foire et une femme nommée Clara Bennett qui observait toute la cérémonie avec des yeux de serpent évaluant une souris. Clara était tout ce que Martha n'était pas, petite, délicate, vêtue de soie émeraude qui coûtait probablement plus que ce que Martha avait gagné dans toute sa vie. Elle avait une peau de porcelaine et des cheveux dorés arrangés en boucles parfaites. Et lorsque le pasteur prononça Jessie et Martha mari et femme, le sourire de Clara fut assez tranchant pour faire couler le sang. Après la cérémonie, Clara glissa vers eux avec ce même sourire coupant et déclara, assez fort pour que tout le monde entende, « Je prierai pour toi, Jessie. » Accueillir une femme pareille, eh bien, la charité est une vertu chrétienne, je suppose. Les mots frappèrent Martha comme un coup de poing dans l'estomac. Bien sûr, c'était cela, de la charité. Jesse Hartford avait eu pitié de la géante de Boston qui n'avait nulle part où aller, alors il l'avait épousée par devoir chrétien. Il prévoyait probablement de la coller à la cuisine ou de la mettre au travail dans les champs où quelqu'un de sa taille avait sa place. Mais si Martha s'attendait à de la distance après la cérémonie, elle avait tort. Jesse lui prit la main à nouveau, si doucement, comme si elle était faite de quelque chose de précieux au lieu de bois brut et de clous, et la guida à travers la maison. Chaque pièce était plus grande que la précédente, avec des parquets en bois poli, des meubles qui semblaient sortir de catalogue et une cuisine avec un poêle en fonte si neuf qu'il brillait encore. C'était la maison de ma mère, dit Jessie doucement alors qu'il montait les escaliers. Elle a conçu chaque centimètre, l'a construite pour durer. Il s'arrêta devant une porte fermée et quelque chose dans son visage changea, devenant distant et plein d'une vieille douleur. C'était censé être la chambre du bébé, murmura-t-il. Ma femme Sarah, elle est morte il y a 3 ans. Elle est notre bébé. L'accouchement les a emportés tous les 2. La gorge de Martha se serra. Elle comprit alors qu'ils étaient tous 2 des êtres brisés essayant de se reconstruire. Jessie avait perdu une femme et un enfant. Martha avait perdu tout le reste. 2 âmes abîmées qui s'étaient trouvées à travers 1000 kilomètres de solitude et de désespoir. Je suis désolée, murmura-t-elle, et elle le pensait de tout son être. Jessie leva les yeux vers elle et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance, une compréhension comme 2 personnes marchant dans l'obscurité et voyant enfin une autre lumière. Ne sois pas désolée, dit Jessie d'une voix rauque. Tu es là maintenant, Martha. C'est tout ce qui compte. Il lui montra la chambre en dernier. Leur chambre. Elle était immense, avec des fenêtres donnant sur le ranch et un lit si large que Martha se demanda s'il avait été construit spécialement. Je vais te laisser le temps de te rafraîchir, dit Jessie en reculant vers la porte. Prends tout le temps dont tu as besoin, je serai en bas. Puis il disparut et Martha se retrouva seule dans une chambre qui valait plus que toute son enfance réunie. Elle se tenait là dans sa robe de mariée, la seule chose décente qu'elle possédait, empruntée à la propriétaire de la pension, et essayait de respirer à travers la panique qui montait dans sa poitrine car elle savait ce qui allait suivre. Elle avait entendu les filles de la pension parler des nuits de noces dans des murmures qui rendaient la chose terrifiante, douloureuse et inévitable.
Et chaque histoire tordait l'estomac de Martha car comment quelqu'un d'aussi petit que Jessie pourrait-il même s'y prendre avec quelqu'un comme elle? Serait-il dégoûté? Lui ferait-il mal en essayant? Réaliserait-il qu'il avait fait une terrible erreur et la renverrait-il au matin? Ses mains tremblaient si fort qu'elle ne parvenait pas à défaire les boutons au dos de sa robe. Elle ne pouvait pas les atteindre. Elle resta juste là, piégée dans la soie empruntée alors que le soleil se couchait dehors et que les ombres remplissaient la pièce. C'est alors que Jessie frappa. Doux, poli, comme s'il demandait la permission d'entrer dans sa propre chambre. « Martha, puis-je entrer ?» Sa voix était si douce qu'elle lui donna envie de pleurer. Elle ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer, mais elle réussit à murmurer un oui qui ressemblait à une reddition. La porte s'ouvrit et Jessie entra en portant une boîte en bois, sculptée, magnifique, ancienne. Il la posa soigneusement sur le lit et se tourna pour lui faire face. Et la tendresse dans ses yeux donna à Martha l'envie de courir. L'envie de sauter par la fenêtre et de courir jusqu'à atteindre Boston ou l'océan ou n'importe quel endroit où elle pourrait être seule avec sa honte. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » dit Jessie calmement. Et il était nerveux. Réellement nerveux. Ses mains tremblaient alors qu'il touchait la boîte. « Avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe entre nous, j'ai besoin que tu comprennes ce que tu signifies pour moi. » Le cœur de Martha martelait contre ses côtes. Elle avait déjà vécu cela. Des hommes différents, des villes différentes, mais toujours le même moment où ils révélaient ce qu'ils voulaient vraiment. Le contrôle, la soumission, la preuve que même une femme géante pouvait être réduite à se sentir petite, impuissante et utilisée. Elle se prépara alors que Jessie ouvrait la boîte avec des mains tremblantes. Et puis elle se figea parce qu'à l'intérieur, ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas même proche. Une bague en émeraude reposait, nichée dans du velours noir. La pierre était si énorme qu'elle captait la lumière de la lampe comme un morceau piégé du ciel du Montana. À côté se trouvaient des papiers pliés avec des sceaux officiels et des tampons légaux qui semblaient importants. Jessie souleva la bague en premier et ses mains tremblaient toujours. C'était celle de ma grand-mère, dit-il, et sa voix se brisa. Puis celle de ma mère, puis celle de Sarah, la femme que j'aimais avant toi. Martha fit un pas en arrière. Puis un autre. Les larmes lui brûlaient les yeux et la gorge parce que bien sûr, tout cela concernait sa femme morte. Il voulait que Martha porte la bague d'une morte. Qu'elle joue à la dinette et prétende être quelque chose qu'elle ne pourrait jamais être. Délicate, petite, digne d'un héritage de la famille Hartford. Je ne peux pas, murmura-t-elle, et les mots sortirent brisés. Je ne peux pas être elle, Jessie. Je ne peux pas être petite et jolie et tout ce que tu as perdu. Je ne peux pas me rétrécir pour entrer dans les bijoux d'une femme morte. Sa voix montait maintenant. Toute la peur et la honte se déversaient comme du poison. Je ne suis pas délicate. Je ne suis pas raffinée. Je suis juste une monstrueuse géante de Boston qui sait à peine lire. Et je ne sais pas pourquoi tu m'as épousée. Mais je ne peux pas être ce que tu veux parce que je suis trop. J'ai toujours été trop. Et je suis désolé, mais je ne peux pas arrêter. La voix de Jessie craqua à travers la pièce comme le tonnerre. Arrête juste, Martha. Jessie traversa la pièce en 3 enjambées. Et même debout, il devait lever les yeux pour croiser son regard. Son visage était féroce, presque en colère, mais pas contre elle, contre quelque chose d'autre entièrement. Tu crois que je veux que tu sois petite? Sa voix tremblait. Tu crois que je t'ai fait venir jusqu'au Montana pour que tu puisses te rétrécir et disparaître? Martha, je t'ai choisi parce que tu n'es pas petite. Parce que chaque lettre que tu as écrite, chacune d'entre elles, je pouvais sentir ta force saigner à travers les mots, même si quelqu'un d'autre les écrivait pour toi. Le souffle de Martha se coupa. Il savait. Il savait qu'elle ne savait pas bien lire et il s'en fichait. Je pouvais sentir ton courage, continua Jessie. Et maintenant, c'était lui qui avait les larmes aux yeux. Ton refus de t'excuser de prendre de la place dans ce monde. Ta détermination à survivre même quand tout le monde te disait que tu ne rentrais pas dans le moule. Et j'ai pensé, mon Dieu, j'ai prié pour que peut-être tu sois assez forte pour ce dont j'avais besoin. Il saisit ses mains, les deux. Ses doigts disparurent dans ses paumes, mais il s'accrocha comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui ne cessait de bouger. Mais Clara a dit, commença Martha, et le rire de Jessie fut amer. Clara Bennett est en colère parce que je n'ai pas voulu épouser sa sœur. Parce que j'ai dit à sa famille il y a 3 ans que je n'épouserai plus jamais une femme délicate.
Que je ne regarderai plus jamais une autre femme mourir parce qu'elle n'était pas assez forte pour survivre aux hivers du Montana, aux accouchements difficiles et au genre de vie que nous menons ici. La pièce tourna. Martha n'arrivait pas à traiter ce qu'elle entendait. Qu'est-ce que tu dis? Le sourire de Jessie était aqueux, féroce et plein de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Je dis que Sarah mesurait 5 pieds et pesait 90 livres, toute mouillée, belle, délicate. Tout le monde disait que nous étions le couple parfait parce qu'elle était assez petite pour me faire paraître grand. Sa voix se brisa complètement. Et ça l'a tuée. Ça a tué notre bébé. Elle a commencé le travail trop tôt et elle était si petite, si fragile, et il n'y avait rien que quiconque puisse faire. Je l'ai regardée se vider de son sang dans notre lit pendant que notre fils mourait dans ses bras, et j'ai juré que je n'épouserais jamais une autre femme qui ne pourrait pas survivre à cette vie. Il souleva la bague, et l'émeraude flamba dans la lumière de la lampe comme un feu vert. Cette pierre est la plus grosse du territoire du Montana. Elle appartenait à ma grand-mère, Esther, qui mesurait 6 pieds et pouvait monter à cheval mieux que n'importe quel homme dans 3 comtés. Ma mère, Catherine, mesurait 5 pieds 11 pouces et a dirigé ce ranch pendant 20 ans après la mort de mon père. Elle dressait des chevaux, mettait au monde des veaux et a un jour repoussé un ours avec rien d'autre qu'une pelle. Les mains de Jessie tremblaient si fort que la bague vibrait. Ces femmes ont survécu, Martha. Elles étaient fortes. Et quand j'ai lu ta première lettre, quand j'ai senti ta force traverser ces mots, j'ai su que tu étais comme elle. Bâtie pour survivre, pas pour casser. Martha ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Toute sa vie, les gens avaient traité sa taille comme une malédiction, comme quelque chose de honteux qui devait être caché ou pour lequel il fallait s'excuser. Mais Jessie la regardait comme si elle était exactement ce qu'il cherchait. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. Jessie posa doucement la bague et souleva les papiers. Ses mains étaient plus stables maintenant, déterminées. « Alors laisse-moi être clair. Ceci est l'acte de propriété de la moitié de ce ranch. J'ai demandé à mon avocat de le rédiger le matin après avoir reçu ta première lettre. Ton nom est déjà dessus. Martha Cunningham Hartford. Que tu portes cette bague ou non, que tu partages mon lit ou non, la moitié de tout ce que je possède est légalement à toi. La maison, la terre, le bétail, les comptes en banque, tout. Il tendit les papiers vers elle, et Martha vit son nom écrit en écriture officielle. Elle vit les timbres légaux et les signatures qui rendaient la chose réelle. Tu me donnes la moitié de tout. Sa voix sortit étranglée. Mais pourquoi? Je ne suis personne. Je suis juste une femme désespérée qui a répondu à une annonce parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Je ne sais pas lire correctement. Je ne sais pas faire de la broderie fantaisie ni jouer du piano ou toutes ces choses que les épouses riches sont censées faire. Je n'ai pas besoin de fantaisie, l'interrompit Jessie. Et maintenant sa voix était féroce à nouveau. J'ai besoin de vrai. J'ai besoin d'une partenaire qui peut se tenir à mes côtés, pas derrière moi. J'ai besoin de quelqu'un qui ne se brisera pas quand la vie deviendra dure. J'ai besoin d'une femme assez forte pour mettre au monde des enfants en bonne santé, diriger ce ranch quand je ne serai plus là et survivre aux hivers du Montana qui tuent les gens qui ne sont pas assez résistants. Il reprit la bague, et cette fois quand il la regarda, Martha vit tout. Toute sa peur, tout son espoir, toute la solitude désespérée d'un homme qui avait regardé sa première femme mourir et avait passé 3 ans terrifié à l'idée que cela se reproduise. « Attends », murmura Martha, et sa voix trembla. « Tu as l'intention de mettre ça en moi ?» Elle pointa les papiers d'une main tremblante. « Tu me donnes la moitié de ton ranch. Tu fais de moi ta partenaire légale. Mais je viens juste d'arriver. Tu me connais à peine. Et si je ne suis pas ce que tu penses? Et si j'échoue ou si je te déçois? Alors on trouvera une solution ensemble, dit Jessie simplement. Il s'approcha, si près que Martha pouvait sentir le savon qu'il avait utilisé et voir les paillettes d'or dans ses yeux bruns. Je ne te demande pas d'être parfaite, Martha. Je te demande d'être forte. Et tu as été forte toute ta vie. Je peux le voir dans ta façon de te tenir. La façon dont tu regardes les gens dans les yeux, même quand ils sont cruels, la façon dont tu es monté dans ce train et as voyagé 1000 kilomètres pour épouser un inconnu parce que tu refusais d'abandonner. Il leva la bague et l'acte de propriété ensemble. C'est la plus grande chose que tu verras jamais. Pas l'émeraude, pas le ranch, mais la vérité que tu vaux tout ce que j'ai à donner. Que ta force n'est pas une malédiction. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ce dont nous avons besoin pour construire une vie qui dure.
Les genoux de Martha cédèrent. Ils cessèrent tout simplement de fonctionner. Elle tomba sur le sol et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle était au niveau des yeux d'un homme. Jessie s'agenouilla avec elle, tenant toujours cette bague et ses papiers comme s'ils étaient sacrés. Je ne peux pas être elle, sanglota Martha. Et toutes les années de honte et de rejet se déversèrent. Je ne peux pas être Sarah ou ta mère ou ta grand-mère. Je suis juste moi, juste Martha, qui est trop grande et trop forte et trop tout pour tous ceux qui m'ont jamais connue. Jessie prit son visage dans ses mains calleuses. Tu n'es pas trop, murmura-t-il férocement. Tu es exactement assez, et je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre que toi-même. Puis il fit quelque chose qui brisa chaque défense que Martha avait jamais construite. Il pressa son front contre le sien. Ce petit cow-boy et sa géante épouse agenouillés ensemble sur le sol d'une chambre coûteuse. Et il commença à pleurer. « Je suis si fatigué d'être seul, murmura-t-il. Si fatigué d'avoir peur que tous ceux que j'aime se brisent. Mais quand je t'ai vu sur ce quai, prenant de la place et refusant de t'en excuser, j'ai ressenti de l'espoir pour la première fois en 3 ans. S'il te plaît, Martha, s'il te plaît, laisse-moi mettre ça en toi. Cette vérité, ce partenariat, cet avenir que nous pourrions construire ensemble. Laisse-moi te donner la moitié de tout ce que j'ai et te prouver que tu vaux tout ça. » Martha l'embrassa. Elle ne l'avait pas prévu, n'y avait pas pensé, elle saisit juste le visage de Jessie dans ses mains massives et l'embrassa avec chaque once de solitude, d'espoir et de gratitude désespérée qui s'était accumulée en elle depuis 28 ans. Il lui rendit son baiser comme si elle était de l'air et qu'il était en train de se noyer. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient et riaient, le chapeau de Jessie était tombé quelque part et les cheveux de Martha se détachaient de leurs épingles. Alors, à propos de cette bague, dit Jessie, la voix tremblante mais le sourire s'agrandissant. C'est un peu non conventionnel, mais je l'ai fait mettre à ta taille spécifiquement pour toi. Martha le fixa. Comment connaissais-tu ma taille? Le sourire de Jessie devint penaud. J'ai écrit à la propriétaire de ta pension, Madame Patterson. J'ai demandé toutes tes mesures. Je voulais que tout soit prêt à ton arrivée. Il glissa l'émeraude au doigt de Martha, et elle haleta parce qu'elle s'ajustait parfaitement. Pas trop serrée, pas trop lâche, comme si elle avait attendu toute sa vie pour trouver sa main. La pierre flamboyait d'un feu vert dans la lumière de la lampe. Plus grosse que tout ce que Martha avait jamais porté, plus grosse que tout ce qu'elle avait jamais imaginé porter. C'est vraiment le plus gros que je verrai jamais, n'est-ce pas? Murmura-t-elle en fixant la bague, puis l'acte qui faisait d'elle une propriétaire terrienne, et enfin l'homme qui lui avait donné les 200 rien demandés en retour. Le sourire de Jessie aurait pu illuminer tout le ciel du Montana. Chérie, nous ne faisons que commencer. Et puis il lui raconta tout. Comment sa grand-mère, Esther, avait été rejetée par 17 hommes avant de trouver un mari assez courageux pour épouser une femme plus grande que lui. Comment sa mère, Catherine, avait dirigé le ranch seule pendant 2 décennies et l'avait rendu plus rentable que du vivant de son père. Comment la mort de Sarah avait brisé quelque chose en lui qu'il pensait ne jamais pouvoir réparer. J'ai écrit à 14 agences matrimoniales, admit Jessie, toujours agenouillée sur le sol avec Martha. Je leur ai dit à toutes la même chose. J'avais besoin d'une femme de fort caractère et aux mains encore plus fortes, quelqu'un qui ne casserait pas. La plupart ont dit que j'étais fou, qu'aucune femme ne veut être valorisée pour sa force au lieu de sa nature délicate. Sa voix s'adoucit. Mais ensuite Madame Patterson de ta pension m'a envoyé tes informations. Elle a dit que tu étais la femme la plus forte qu'elle ait jamais rencontrée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle a dit que tu avais survécu à des choses qui auraient détruit la plupart des gens. Et quand j'ai lu ta première lettre, même en sachant que quelqu'un d'autre l'avait écrite pour toi, je pouvais sentir ton esprit. Ton refus d'abandonner. Et j'ai su. Martha pleurait encore. Ne semblait pas pouvoir s'arrêter. Su quoi? Jessie serra ses mains. Que tu étais ma seconde chance. Que peut-être Dieu ne m'avait pas oublié après tout. Il l'aida à se lever, et Martha réalisa qu'elle portait toujours sa robe de mariée avec les boutons qu'elle ne pouvait pas atteindre. Jessie le remarqua aussi. Puis-je, demanda-t-il. Et quand Martha hocha la tête, il la tourna doucement et commença à libérer les boutons. Ses doigts étaient doux, patients, comme s'il avait tout le temps du monde. Je ne suis pas instruite, murmura Martha alors que la robe se desserrait. Je sais à peine écrire mon propre nom. L'employé des chemins de fer qui m'a aidé avec les lettres, il m'a fait paraître plus intelligente que je ne le suis. Les doigts de Jessie s'arrêtèrent. Martha, regarde-moi. Elle se tourna,
tenant la robe contre sa poitrine. Les yeux de Jessie étaient féroces à nouveau. L'intelligence ne consiste pas seulement à lire des livres. Tu as survécu à la perte de ton père, à l'abandon par ta belle-mère, à te tuer au travail à Boston, puis à avoir le courage de voyager 1000 kilomètres pour épouser un étranger. Cela demande de l'intelligence, de la stratégie, une force que la plupart des gens éduqués n'ont pas. Il toucha sa joue. Et si tu veux apprendre à mieux lire, je t'apprendrai. Nous n'avons que du temps, et j'ai une bibliothèque entière en bas. Mais ne t'avise pas de penser que tu n'es pas assez intelligente pour moi, parce que tu es la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. Martha laissa tomber la robe, se tint là dans ses sous-vêtements en coton ordinaire devant cet homme qui lui avait tout donné. Et pour la première fois de sa vie, elle n'eut pas honte de sa taille. Ne se sentit pas comme si elle devait se faire plus petite ou s'excuser d'exister. Jessie la regardait comme si elle était un coucher de soleil, comme si elle était quelque chose de rare et de précieux qu'il n'arrivait pas tout à fait à croire réel. « Tu es si belle » murmura-t-il. « As-tu la moindre idée à quel point tu es belle ?» Martha secoua la tête parce qu'elle ne s'était jamais vue comme autre chose que trop encombrante. Mais Jessie bougeait déjà, tirant les couvertures de cet énorme lit, prenant sa main et la guidant vers lui comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ils ne consommèrent pas le mariage cette nuit-là. Jessie la tint simplement, s'enroula autour d'elle autant qu'il le pouvait, ce petit cow-boy et sa géante épouse, et lui raconta des histoires sur le ranch jusqu'à ce que les yeux de Martha s'alourdissent, sur les convois de bétail au printemps, la façon dont les montagnes apparaissaient couvertes de neige, les poulains qui naîtraient le mois suivant. « Tu aideras à les nommer » murmura Jessie contre ses cheveux. « Tu aideras pour tout. C'est ton ranch maintenant aussi, Martha. Ta maison, ton futur. » Martha s'endormit en portant une bague en émeraude et enveloppée dans les bras d'un homme qui avait choisi sa force plutôt que la délicatesse d'une autre. Et pour la première fois depuis la mort de son père, elle se sentit en sécurité. 6 mois plus tard, Martha Hartford se tenait dans la cour du ranch, enceinte de 7 mois, avec un ventre si gros qu'elle pouvait à peine voir ses propres pieds, dirigeant les ouvriers d'une voix qui portait clairement à travers les champs. Non, pas cet enclos. Les veaux ont besoin de plus d'espace. Déplacez-les vers le pâturage et tout l'herbe est meilleure. Les hommes s'empressèrent d'obéir. Ils avaient appris rapidement que Madame Hartford pouvait être douce avec son mari, mais qu'elle dirigeait les opérations du ranch comme un général commandant ses troupes. Jessie observait depuis la véranda, souriant comme un idiot. Il faisait ça souvent ces jours-ci. Restait juste là à regarder sa femme travailler avec cette expression de pur contentement sur le visage. Clara Bennett avait cessé de visiter après que Martha eut gagné la course de chevaux du comté enceinte de 5 mois. Elle était simplement montée sur le plus grand étalon de Jessie et avait laissé chaque concurrent dans la poussière pendant que toute la ville regardait dans un silence choqué. Certaines femmes, pensait Jessie, étaient juste nées pour être des reines. Et Martha était définitivement une reine. Elle avait appris à lire en 3 mois, tenait déjà les livres de contes du ranch mieux qu'il ne l'avait jamais fait, pouvait mettre au monde un veau, dresser un cheval et faire du pain qui faisait pleurer de gratitude les ouvriers. Mais plus que tout cela, elle était heureuse. Jessie pouvait le voir dans sa façon de bouger, sa façon de rire, la façon dont elle posait sa main sur son ventre énorme et parlait à leur enfant à naître du ranch comme si elle lui présentait son royaume. « Pourquoi souris-tu » appela Martha depuis la cour, et Jessie réalisa qu'il était resté là à sourire comme un idiot encore une fois. « Je pensais juste à quel point je suis intelligent, répondit-il. Martha rit et le son roula à travers le ranch comme de la musique. « Tu veux dire à quel point tu es chanceux » Jessie secoua la tête et descendit les marches de la véranda vers l'endroit où sa femme se tenait, entourée d'ouvriers, de bétail et de l'empire qu'ils construisaient ensemble. Il devait lever les yeux pour croiser son regard. Devrait toujours lever les yeux. Et il n'avait jamais été aussi reconnaissant pour quoi que ce soit dans sa vie. Pas chanceux, dit-il assez fort pour que tout le monde entende. Intelligent. J'ai été assez intelligent pour savoir que la plus grande chose que je verrais jamais n'était pas un ranch ou une fortune ou une bague en émeraude. Il plaça sa main sur la sienne sur son ventre gonflé. C'était toi, Martha. Ta force, ton courage, ton refus d'être rien de moins qu'exactement qui tu es. Les yeux de Martha s'emplirent de larmes, mais elle souriait. Le plus grand que je verrai jamais, murmura-t-elle. Et ils savaient tous les deux qu'elle ne parlait plus de la bague. Elle parlait de la vie qu'ils avaient bâtie, de l'avenir qu'ils créaient, de la vérité qu'elle était exactement suffisante. Jessie l'embrassa juste là dans la cour du ranch avec tous les ouvriers qui regardaient. Et personne ne rit. Personne ne chuchota.
Ils sourirent juste et retournèrent au travail parce que tout le monde au ranch Hartford connaissait la vérité. Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent dans les paquets les plus forts. Et Martha Hartford était la plus grande bénédiction que le Montana ait jamais vue. Si cette histoire a touché votre cœur, nous voulons vous entendre. Laissez un commentaire dès maintenant pour nous dire quelle heure il est, où vous êtes et depuis quel endroit du monde vous regardez. Êtes-vous au Texas à minuit, à Londres à l'aube, en Australie l'après-midi? Faites-le nous savoir. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire émotionnellement puissante comme celle-ci, car nous en avons d'autres à venir. Et croyez-nous, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre.